langue Congo, dans la langue Chuluba, dans toutes les langues. Arracher signifie Kutula. Kutula. La mondialisation, pour justement se commettre du long terme, c'est arracher. Gâchette se trouve en RDC. La gâchette, c'est pas le Congo. C'est l'homme qui est au Congo. C'est qui va. Donc, le cultiver, c'est celui qu'on a arraché pour qu'il soit humain. Parole prophétique de Papa Diangenda, quand il disait chaque fois que la RDC, c'est l'espoir du monde. Nous allons nourrir le monde entier. Mais c'est ce que les puissances ont pensé en 1885, lorsqu'ils ont estimé qu'il faut créer un État puissant ici, qui doit être perpétuellement ouvert à la santé. Bonsoir chers téléspectateurs de Canal Futur Télévision et surtout bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Relective, une émission citoyenne qui revisite certaines pages nobles alors de notre histoire face aux urgences de l'actualité. Aujourd'hui, la question sécuritaire nous préoccupe et particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo, les Grands Kivu donc, qui s'approient à l'insécurité depuis 25 ans dira, une solution durable donc n'est encore trouvée. Voilà, sur notre plateau, c'est lui qui vit et je dirais qui maîtrise la question, le président de la société civile du Sud Kivu, Maître Passia Matabishi. Bonsoir Maître. Bonsoir chers journalistes, je suis heureux d'être invité à ces grands débats, cette grande émission qui est très suivie à travers la capitale Kinshasa, mais aussi à travers la démocratie du Congo. C'est un grand honneur d'être suivi et d'être invité par votre émission. Vous êtes président de la société civile, plusieurs décennies, on ne fait que parler de l'insécurité à l'Est. Ça vous fait quoi? En fait, ce que ça nous fait, c'est que c'est triste en fait. C'est triste en fait pour nous. Nous sommes très, très sidérés de voir que la situation perdure au lieu que ça se stoppe malgré tous les efforts qui ont été, n'est-ce pas, engrangés. Malheureusement, ça ne marche pas. Donc la paix n'est toujours pas là. C'est comme un poisson que nous sommes en train de vouloir capturer. Mais ça passe entre nos mains. Et il y a eu beaucoup d'activités qui ont été, ou d'initiatives qui ont été entamées. Et malheureusement, ça ne vient pas. Et il y a évidemment beaucoup de pesanteurs et beaucoup de choses et d'éléments qui font à ce que la paix n'est pas une réalité. Et donc pour nous, nous pensons que c'est une lutte qui doit absolument atteindre sa finalité, c'est-à-dire la paix. Vous savez, notre pays aussi tarde à avancer parce que cette question de l'insécurité à l'Est perdure. Oui. Et donc, tant que l'insécurité perdurera à l'Est, au niveau de toute la République, il y aura toujours des problèmes. Donc, les questions de développement, les questions de fonctionnement donc ça devient des institutions. Comme une épine dans le pied d'un éléphant. Maître, là c'était... Absolument. Parce que vous voyez, tous ceux qui veulent commencer les groupes armés, ils commencent là-bas à l'Est. Pourquoi? Et ça date de l'après l'indépendance. Nous allons parler, et ça c'était comme on dit, les révéler rideaux. Mais le thème de notre émission, c'est-à-dire les défis sécuritaires dans les Grands Kivu. 25 ans après, je vous dirai pourquoi 25 ans après, et les espérances du peuple du Kivu par rapport au nouveau gouvernement, nouveau chef de l'État. Voilà l'essentiel autour duquel va graviter notre émission. Mettre 25 ans parce que je considère, et comme d'autres analystes aussi, que c'est depuis les événements du génocide du Rwandais, 1994, que l'Est du Congo connaît cette instabilité jusqu'à présent. Est-ce que nous pouvons, et vous en tant qu'acteur de la société civile du Kivu, est-ce que cette analyse est la vraie? Dire qu'aujourd'hui, c'est le résidu de la situation du Rwanda ou c'est un autre problème, une autre question qui s'est ajoutée à cet enfer? Oui, vous avez si bien posé la question, elle est pertinente d'ailleurs. Mais je dirais que c'est au-delà des 1994. Parce que
ça a commencé en ces temps-là. Il y a des millions, près de 2 500 000 personnes qui sont entrées au Congo avec bagages, enfants et armes et munitions. Et les banques même, semble-t-il. Ils sont venus même avec des banques. Ils sont arrivés chez nous. Et nous l'avons toujours dit, c'était aussi avec la complicité ou la bénédiction des nationaux. La bénédiction de la communauté internationale. Ok. Eh bien, le Zaïre à l'époque a accueilli à bras ouverts ces réfugiés, ou on peut les appeler comme on veut, mais tout est parti de là. Parce que après un temps, ils ont été attaqués dans leur camp par l'AFDL qui est arrivé, par tout ça, c'est ça, c'est l'histoire. Mais plus tard, la plupart d'entre eux vont se constituer en milices étrangères, qu'on appelle FDLR. Et c'est une question qui a coûté beaucoup à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous parlons de viol. Avec cette méthodologie, cette méthode, voulais-je dire, de terreur, dans le viol et tout ce que nous avons décrié, malheureusement, l'État n'a jamais réussi à neutraliser ces groupes armés, malheureusement. Et il y a eu des efforts qui ont été fournis, une partie est rentrée au Rwanda, mais jusqu'à aujourd'hui, du coup, on se rend compte que plus de 5000 personnes se retrouvent encore sur le sol congolais. Par quelle magie? Maître, c'est ça, aussi le drame. Effectivement, il y a eu des camps. Il y a des camps au niveau de Walungu, au niveau de Kanyabayonga, au niveau de la Chopo. Et un peu partout là-bas, on rapatriait. Il y a eu des programmes de DDR et même de rapatriement, n'est-ce pas, volontaires. Il y en a eu par la MONUSCO, par notre gouvernement, par d'autres structures internationales qui ont accompagné le gouvernement. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, après qu'on nous ait dit que, en tout cas, leur poche reste très résiduelle, et donc plus nocive, mais finalement, ils posent des actions qui inquiètent le gouvernement. Aujourd'hui, plus de 5000 personnes. Ça inquiète. Et au-delà de ça, comme je l'ai dit, il y a eu d'autres groupes armés locaux qui se sont multipliés. Pourquoi les groupes se sont multipliés? Parce qu'ils ont estimé, certaines communautés ont estimé qu'il fallait se protéger, il fallait développer un mécanisme d'autoprotection. Et c'est comme ça que des groupes armés, des Maï-Maï, donc il y en a une centaine, se sont, n'est-ce pas, vus naître. Et la situation s'est compliquée davantage. La situation s'est compliquée après, que ce soit les FDLR, que ce soit les Maï-Maï, que ce soit les autres, ont commencé à se retourner contre la population civile. Eh bien, à un moment donné, on s'est dit non, ça ne marche pas. Il faut que ça cesse. Et la société civile a commencé à initier des actions, des plaidoyers pour que au niveau local, national et régional, et même international, pour que cette question soit prise au sérieux. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver aujourd'hui à Kinshasa pour revenir sur la question. Écoutez, vous voyez la terreur, la cruauté avec laquelle la population est en train d'être décimée à l'Est. J'aime une personnalité congolaise qui a dit que ceux qui sont aux extrémités du Congo devraient être des extrémistes pour protéger Bon, ce n'est pas ça en fait, mais je peux vous rassurer que les populations de l'Est ont beaucoup souffert. Elles ont développé des résiliences pour préserver toute l'intégrité territoriale. Et ça, c'est un acquis et c'est une bravoure qu'il faut reconnaître aux communautés, à la population au niveau de l'Est. Nous allons nous rappeler qu'à un moment donné, lorsque Nkunda Batware a pris d'assaut la ville de Bukavu et le Sud Kivu, la population quinoise et la population de l'Ouest a fait un front
les gens sont mis debout et immédiatement la situation s'est améliorée. J'ai dit cela pour insinuer en fait, il ne faudrait pas continuer à considérer que c'est une affaire de l'Est. De l'Est, oui. Non, c'est une affaire nationale. L'insécurité, c'est une affaire nationale. L'ennemi de la paix, il identifie souvent le lieu où la contrée qui soit fragile à travers laquelle il peut passer pour venir dompter le pays. Mais en effet, c'est un problème national. Raison pour laquelle, au niveau national, nous faisons un plaidoyer. Nous avons commencé à faire un plaidoyer et même au niveau international, vous allez vous rappeler que la conférence de Goma a eu lieu en 2008 et elle a pris certaines résolutions et certains engagements. Il est question de les évaluer aujourd'hui. L'accord cadre d'Addis Abeba a été signé par plus une dizaine de pays, la communauté internationale, l'Union africaine et qu'en sais-je. Et donc, on se pose des questions. Est-ce qu'à l'Est, il y a une complicité justement, pour que ça continue? C'est comme ça que nous nous sommes mis debout. Toute la société civile au sud Kivu, au nord Kivu, et nous sommes en train d'associer nos collègues de Maniema, de la Chopo, de l'Ituri et même de la Tanganyika pour venir dire à nos frères ici, il n'y a pas d'Est, il n'y a pas d'Ouest, nous sommes tous des Congolais. La patrie est en danger. Maître, vous avez là brossé en tout cas le péripétie dans la recherche de la paix, les accords de l'Addis Abeba, la conférence de Goma, il y a des colloques, il y a d'autres conférences qui se tiennent pour des résultats maigres. Est-ce qu'il y a quelque chose qui échappe à la vigilance des Congolais ou des autorités congolaises, peut-être aussi des pays voisins? Il y a quelque chose qui les échappe? Oui. Quoi exactement? Il y a bien des choses qui les échappent. Primo, c'est d'abord le fait de se focaliser sur la protection du pouvoir seulement ici à Kinshasa. Tout à fait. Ça fragilise. Deuxièmement, ce qui fragilise le fait de ne pas contrôler les autres pays voisins. Les autres nous contrôlent, mais nous ne les contrôlons pas. Ça, c'est une autre. Troisièmement, c'est aussi cette question des humanitaires. Il y a des gens qui vendent mal l'image du pays et ça fait que, parce qu'ils sont en quête peut-être de moyens, ils sont en quête par exemple de financement, il y en a qui vendent l'image. Il y a des humanitaires qui le font. Et donc, pour certains humanitaires, quand il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de vie. Regardez, remarquez la MONUSCO par exemple. Nous ne disons pas que la MONUSCO doit partir illico immédiatement, mais l'air est au bilan. 20 ans après, quand même, soyons sérieux. Lorsque la MONUSCO est arrivée, il n'y avait pas plus de 10-15 groupes armés. Mais aujourd'hui, on est à plus de 150 groupes armés. C'est quand même une question. C'est un questionnement. Est-ce que la communauté internationale est incapable d'en finir avec l'insécurité? Tous les groupes armés, avec le chapitre 7, le mandat du chapitre 7 qu'ils ont, avec tout ce paquet, ce budget de près d'1,5 milliard l'an. Non, mais je pense que il y a bien des questions au-delà de ça. Il y a aussi l'affairisme. Justement, maître, il y a des gens qui estiment qu'il n'y a pas guerre en soi à l'Est. Ce sont les hommes d'affaires, lorsqu'ils trouvent qu'il y a un carré minier gisant ici, ils font trépiter un peu les armes, les gens, la population fuit et ils s'éloignent à la vigilance de ceux qui veulent le creuser. Est-ce qu'ils ont raison de dire ça? Remarquez bien, partout où il y a des industries, que ce soit des Français, des Américains et les autres, il n'y a pas guerre. Mais il y a guerre souvent lorsqu'il faut contrôler effectivement des sites, carrés miniers, des sites qui regorgent des ressources. Nous pensons aussi que cette guerre qui nous est infligée, c'est dû aussi à nos richesses. Malheureusement, on nous considère le Congo comme une bijouterie sans protection, sans sentinelle. Voyez-vous? Parce qu'aujourd'hui, il est inconcevable quand même de voir certains officiers au niveau de l'Est faire des business
ils en font, par et exemple... ils sont cités sans s'être inquiétés. Ils font du business des ressources naturelles ou de bois. Ils priorisent ça. Ils ne vont pas prioriser la protection des civils. Et je pense que quand même ça, ce sont des questionnements. Mais les communautés, à un moment donné, ont tout fait. Aujourd'hui, on est au bout de toutes nos forces. Au bout de toutes nos forces. Et je pense que les approches aussi qui ont été épousées n'étaient pas des bonnes approches dans les DDRR. C'est ça. Donc dans la démobilisation, la réinsertion, non, mais c'était un échec chaotique. Donc, mais pourquoi ça a échoué? C'est ça la question, maître. Pourquoi toutes ces opérations aujourd'hui, de désarmement, on avait initié. Je vais y arriver. Allez-y. Vous voyez, la plupart de ceux qui sont dans les groupes armés aujourd'hui sont des anciens démobilisés. La majorité de ceux qui font les groupes armés sont des anciens démobilisés. Vous allez vous poser la question, mais comment les démobilisés se retrouvent encore dans des groupes armés? En fait, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à être rééduqués, préparés pour être acceptés et s'adapter dans la communauté. C'est ce qu'on appelle la resocialisation. Mais également, c'est parce que l'approche, vous prenez quelqu'un, vous vous débarrassez de lui, vous vous débarrassez... En fait, c'était ça, la compréhension de la communauté. Vous prenez quelqu'un, vous lui donnez une moto, ou vous lui donnez un vélo, et vous lui demandez, voilà, l'État vous a réinséré. Non. La communauté n'a pas été associée. La communauté qui devrait accueillir ces gens n'a pas été associée. Et c'est la communauté qui pouvait s'organiser en disant, voilà, nous avons des écoles, par exemple, auto-écoles, nous avons ceci, et même sur le plan culturel, sur tous les plans, sur la sensibilisation communautaire, voilà. Mais ces gens-là, quand ils viennent, ils trouvent que les autres ont évolué et ils reviennent à la case de départ. Ils ne savent pas où commencer. Et c'est la raison pour laquelle vous trouvez que chez nous, c'est facile de trouver une arme que de trouver un sac de maïs ou de haricots. Les armes se vendent à bas prix. Quand un jeune qui n'a pas d'emploi, qui a été démobilisé, il sait manier l'arme, il peut, n'est-ce pas, planquer un truc sur la route et il exige l'argent aux passants à tous les bus qui passent dans la plaine de la Ruzizi. Mais il a facilement $2000. Il a la vie. Il a la vie $2000, mais il s'est dit, mais ça c'est mon travail. Voilà, ça devient un travail. Il y a ça. Et là, j'ai ciblé aussi la question du travail. Ça, on ne doit pas négliger. Il y a aussi des frustrations. Il y a des frustrations sociales, communautaires. Il y a des manipulations. Parce que vous m'avez demandé de dire quels sont les pesanteurs. Les pesanteurs, oui. Il y a aussi des manipulations. Il y a certains politiques qui sont ici à Kinshasa. Je pèse bien les mots. Certains politiques sont ici à Kinshasa, mais qui manipulent des gens là-bas pour des fins électoralistes. Il y a certains députés qui n'ont pas bâti. Vous êtes de la société civile. Ouais. Pourquoi vous ne les dénoncez pas? Mais on les dénonce. Les citez nommément. Mais c'est ça que nous disons. Nous les dénonçons et nous les disons. Nous avons des écrits. Voyez-vous? Est-ce qu'ils sont cités? Que telle personne manipule pour telle chose avec des preuves à l'appui? Vous savez. Surtout que vous êtes avocat. Il y a certains candidats, députés, qui n'ont pas eu accès dans certaines contrées. Parce qu'occupés par des groupes armés. Mais d'autres ont eu accès facile dans ces contrées-là parce que acceptés par ces groupes armés, si pas, ils seraient aussi les instigateurs. Ils sont en mèche avec ces groupes armés. Vous voyez ça? Ça aussi, ça révolte. Il y a aussi une autre question qu'on ne dit pas trop ici, c'est que aussi au niveau de l'administration ici à Kinshasa, il y a des problèmes qui se passent avec les pouvoirs coutumiers. Aujourd'hui, nous remarquons des arrêtés, des notifications, des BAMI. Les BAMI sont des chefs coutumiers. Vous notifiez à 3 BAMI dans une seule entité, tel et Mwami, sur la même entité. Papa, demain, il y a cassure,
il n'y a plus de cohésion sociale. La conséquence, c'est quoi? Chacun s'est créé un petit groupe. Un petit groupe qui commence par une milice et après, ça devient un groupe armé. Et ça, c'est sérieux. Il y a d'autres cas de gestion et même d'accès à la terre. Ça pose des problèmes au niveau de nos communautés. Vous voyez des gens, vous avez vos concessions, quelqu'un vient seulement, il les prend, il en fait soi. Maître, est-ce que jusque-là, on peut dire qu'il y a un problème identitaire là-bas? Il se pose aussi un problème identitaire? Non. Non. Il ne se pose pas un problème identitaire. Voilà, merci. Au sud Kivu, au nord Kivu, il n'y a pas un problème identitaire. Mais il y a un problème, il y a des problèmes de manipulation identitaire. Ah, ok. Ça, c'est quelque chose, il faut mais jusque-là, vous n'avez pas aussi révélé les revendications politiques. Il n'y en a pas. On n'apprend pas les revendications politiques. Hein. Mais les revendications politiques, comment on va les accepter aujourd'hui? Il y a un nouveau leadership au pays. Qu'est-ce que Tshisekedi, par exemple, a fait pour que ces gens soient dans la forêt? Rien. Il y a eu élection. Beaucoup se battaient parce qu'il y avait illégitimité des institutions. Maintenant, il y a de nouvelles institutions. Donc, il n'y a plus raison. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris tous les risques. Nous sommes allés pour rencontrer tous ces miliciens. Nous avons sorti, nous avons envoyé nos collègues, j'ai signé des ordres de mission, des sensibilisations, jusque dans la brousse. Nos collègues dans tous les territoires, nous avons commencé à sensibiliser les groupes armés de quitter la forêt. Et nous avons plus de 6 groupes armés qui viennent de quitter la forêt. Mais les mêmes problèmes se posent. Leur prise en charge. C'est ça. Si vous arrivez dans le Nord Kivu, il y en a qui commencent déjà à rentrer. Les camps, c'est vide. Pourquoi? Ils ne mangent pas, ils ne sont pas logés. Il n'y a pas de conditions d'accueil favorables et même leur prise en charge et leur réinsertion. Donc l'État à ce niveau-là doit développer beaucoup de stratégies et de nouvelles approches pour la question des DDR. Sinon, ça sera un cercle vicieux et on va pleurer pour les mêmes choses. Maître, la paix à l'Est est-elle possible et comment? La paix à l'Est est possible. Comment? Premièrement, il faut que notre nouveau leadership comprenne les enjeux des États autour de la RDC. Surtout les États qui sont nos voisins à l'Est. Il faut que notre nouveau leadership, prenne le contrôle et la présidence, pourquoi pas, de la CPG. C'est possible. C'est possible parce qu'il y a lieu d'organiser tous ces États à travers certaines conférences au niveau régional pour amener chacun à jouer clairement ses responsabilités. Voyez-vous? C'est possible aussi si on développe une nouvelle approche DDRR et que tous ces groupes armés, tous ces combattants qui ont pris les armes, on leur donne par exemple un délai. Un délai en dehors duquel on peut les accepter et après lequel on les capture et on les anéantit. Parce qu'il ne faut pas seulement jouer à la carotte. Non, il faut jouer aussi au bâton. Ça, c'est clair. C'est possible aussi si nous vendons bien l'image du pays. Et c'est une campagne dans laquelle nous sommes, en tant que communauté, en tant que société civile, au niveau national. La société civile, c'est vrai, l'idée est venue du Sud Kivu, les autres l'ont épousée au niveau national. Nous devons vendre bien l'image du pays. Et c'est à cela que je demande l'État congolais de savoir bien discuter avec les humanitaires dans leurs conventions, n'est-ce pas, des sièges, et de voir comment tous ces États qui viennent apportent, n'est-ce pas, leur contribution pour la paix au pays. Autre chose, nous devons mener un bon plaidoyer en faveur de la RDC. Ça, c'est pertinent. Ça, c'est très important à tous les niveaux. Au niveau national, au niveau régional, au niveau international. Et aussi, l'autorité doit, parce que ça a été demandé par nos communautés, que les officiers qui sont dans l'affairisme chez nous, ce n'est pas tous les officiers, mais il y a des officiers qui sont dans l'affairisme, de bois, de coltan et autres choses.
ils doivent être remplacés. On doit tout faire pour renforcer et consolider les acquis de l'alternance au pays. Cela doit passer également par la stabilité des institutions. Vous voyez par exemple ce qui s'est fait ici. On peut penser que c'est banal. On attaque les institutions, on fait des marches contre les institutions. Montesquieu a dit qu'il y a 3 pouvoirs traditionnels, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Donc il faut éviter cette crise parce qu'il y a des gens qui en profitent pour crier à la, comment dirais-je, à l'illégitimité ou à la fragilité. Et ils se disent, voilà, nous nous fondons sur ça pour créer notre milice. Je crains qu'il y ait des députés qui ont été invalidés et qui aillent créer d'autres milices. Je crains. Donc il y a lieu de travailler sur cet aspect pour asseoir des institutions stables. Parce que si on ne le fait pas, ça aura des répercussions sur nos communautés. L'Est est très fragile. Voilà un peu ce que je peux dire. Nous sommes arrivés à la fin. Une dernière question. Déjà, beaucoup, je ne sais pas, accorde-moi une dernière question. Vous êtes ici à Kinshasa, vous êtes allé voir le représentant des confessions religieuses dans le cadre de la CIME pour demander leur implication, pour qu'ils portent votre voix au-delà de vos limites, disons, moyens ou de vos circonscriptions. Qu'aimeriez-vous exactement que les confessions religieuses fassent dans cette question? Surtout face aux intérêts divergents des acteurs politiques qui seraient derrière cette affaire. En fait, c'est vrai, merci beaucoup. Nous n'avons pas vu que la CIME. Nous avons été avec la CIME, nous avons vu plusieurs ambassades ici. Nous avons été reçus par plusieurs ambassades. Nous avons été reçus à l'Assemblée nationale. Nous avons été reçus par Madame Catherine Samba Panza, qui a conduit une grande l'ex-présidente de la Centrafrique, qui a conduit une grande mission de l'Union africaine ici, dans la région. Nous avons été reçus par plusieurs personnalités, mais également nous avons organisé ce forum pour la paix. Nous avons été avec les députés du Nord et du Sud Kivu. Et donc, notre grand objectif, c'est de faire de toutes ces personnalités-là nos ambassadeurs. Parce que nous avons un message pour leur dire, aujourd'hui, vous devez agir, parce que la paix chez nous, ce n'est pas une priorité, mais c'est une urgence. C'est une urgence, ils ont la responsabilité de nous protéger. Nous avons refusé d'être sécurisés par des groupes armés. Nous voulons être sécurisés par la police et par l'armée. Parce que nous avons foi dans notre armée, nous avons foi dans notre police. Nous pensons que le chef de l'État peut déplacer, comme il a promis, l'état-major. C'est efficace. Mais c'est efficace parce que ça va donner un sourire, ça va donner un espoir. Et tous ceux qui troublent la paix là-bas, ça sera un message fort, ils vont fuir. Merci, chers téléspectateurs. Là, vous venez de suivre Maître Patient Matabichi, le président de la société civile du site Kivu. À la prochaine.